Bonjour à tous, merci de nous rejoindre sur France 3 Bretagne. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Dimanche en politique. Voici tout de suite le sommaire de l'émission. Nous recevons cette semaine Aymeric Salmon. Le conseiller régional sera le candidat du Rassemblement national à Rennes. Rennes, désignée terre de mission par le mouvement de Marine Le Pen. Nous évoquerons avec lui les grands axes de son programme environnement, transport et sécurité. Quelles sont ses priorités pour la capitale bretonne? Enfin, le débat de la semaine. Nous poserons cette question. Comment une ville comme Rennes doit gérer aujourd'hui la pression migratoire? Bonjour Aymeric Salmon, Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je ne pouvais pas commencer cette émission sans évoquer le décès de Jacques Chirac, survenu ce jeudi à l'âge de 86 ans. Il a marqué la vie politique en France durant la Ve République, 40 années de vie politique. Que retiendrez-vous de l'homme, de l'animal politique et du président de la République ? Eh ben, on retient les grands moments parce que Jacques Chirac était un adversaire politique, mais une fois élu président, il a eu quelques actions qui ont mérité que les Français lui rendent hommage aujourd'hui. Moi, je pense à sa position sur la Deuxième Guerre en Irak. Au-delà de ça, c'était un adversaire, donc il y a forcément des points négatifs et des points positifs dans son parcours, de mon point de vue. C'est l'homme à droite qui a conceptualisé, on va dire, la notion de digue face à l'extrême droite, digue qui tient toujours. Qui tient toujours, alors pas partout, pas tout le temps. Moi, je trouve ça dommage d'ailleurs que Jacques Chirac ait eu cette position. C'est un des points que je mettrais négatif à son crédit, parce que peut-être que l'histoire de la France, de la droite au moins, aurait été différente si une alliance avait été nouée entre, à l'époque, Jean-Marie Le Pen et Jacques Chirac. Vous perdez pas espoir ? Ah ben, il y a des ralliements récents qui montrent que c'est possible. Je pense à notre ami Thierry Mariani qui vient des Républicains et Jean-Paul Garot. Il y a aussi des ralliements chez nous de la gauche, mais je pense nous ne perdons pas espoir de rallier tous les Français autour du projet de Marine Le Pen. Allez, on va parler de votre actualité, Aymeric Salmon. Le Rassemblement national vient de lancer officiellement la bataille des municipales. Le député européen Jordan Bardella est venu le week-end dernier en Bretagne justement pour préciser la feuille de route. On va tout de suite l'écouter. Rennes est une terre de mission. C'est peut-être un terrain plus difficile qu'ailleurs, mais on progresse, puisqu'on a réalisé plus de voix, près de 7000 voix de plus par rapport aux élections européennes de 2014. Donc il y a une progression qui est inévitable. Et ici aussi, je crois que les Bretons sont touchés par l'inflation fiscale qui touche aujourd'hui tout le pays, par l'arrivée des mineurs isolés, des migrants. Donc notre discours trouve un écho ici aussi en Bretagne. Et on veut dire aux Bretons qu'ils sont évidemment les bienvenus pour glisser un bulletin de vote du RN au mois de mars. Alors la Bretagne, terre de mission, on va s'arrêter précisément sur Rennes, puisque c'est la ville où vous présentez, Aymeric Salmon. On va regarder les chiffres, vos scores électoraux lors des dernières consultations justement électorales. Municipale 2014, 8,37% des voix, présidentielle 11,61%, législative 2017 sur votre nom 6%, européenne 7,89%. On sent qu'il y a un plafond de verre que vous avez du mal à dépasser. Alors, vous avez oublié dans ces chiffres les résultats de 2015, aussi bien départemental et régional. Nous avions Alors là, ce sont les scores à Rennes, hein, précisément à Rennes. Hein. Mais sur la ville de Rennes, au départemental et régional, nous avions atteint 12%. Donc, effectivement, c'est un combat difficile, la ville de Rennes. Je m'y attelle et donc je connais la tâche. Mais c'est un bel objectif. Vous voyez dans le fauteuil de maire ou c'est Non. Soyons réalistes. Aymeric Salmon, maire de Rennes en mars 2020, ce serait une très bonne chose pour la ville de Rennes. Mais soyons réalistes. Déjà, dans le fauteuil de conseiller municipal, ça sera déjà une première étape pour l'avenir, pour marquer les esprits, pour rentrer. Combien de conseillers municipaux vous espérez? Eh bien, le mode de scrutin fait que ou bien nous n'en aurons pas, ou bien nous en aurons au moins 3. Donc, 3 élus, peut-être plus, si les Rennais nous accordent encore plus de voix. Nous espérons avoir un groupe au conseil municipal, avoir une voix nouvelle dans le conseil municipal qui aujourd'hui, entre les républicains qui se mettent en marche, ceux qui ne savent pas trop où ils sont, il n'y a pas d'opposition à la maire de Rennes. Justement, ceux qui ne savent pas trop où ils sont, pourquoi pas chez vous? Est-ce que vous visez une partie de cet électorat LR? Mais moi, je tends la main aussi bien aux élus qui peuvent être un peu surpris par les alliances qu'on annonce, que surtout aux électeurs. Les électeurs LR ont quand même dû être déçus par le score de leur candidat aux élections européennes, qui était, je rappelle, en dessous du nôtre. Et donc, après plus de 30 ans dans l'opposition à Rennes, arriver aux élections européennes avec un score de 6,5, les électeurs des Républicains doivent se dire qu'il faut qu'ils essayent autre chose. Et moi, je leur propose de rejoindre ma candidature.
Alors ce vendredi, Charles Compagnon, président du Carré Rennais, donc patron des commerçants rennais, a annoncé sa candidature, soutenue par le MoDem, le LR officiellement et Agir. On l'a beaucoup entendu au cœur de la crise des Gilets jaunes parler de sécurité au centre-ville. C'est un sérieux concurrent pour vous, non, sur cette thématique-là? Non, parce que, alors moi j'ai de l'amitié, je ne le connais pas personnellement, mais pour la démarche de Charles Compagnon, moi, je le connaissais en tant que restaurateur, j'ai été plusieurs fois dans son restaurant. Je le rencontrais également, comme vous le dites, auprès des manifestations de soutien aux policiers, car il y avait peu de personnes de la société civile ou d'hommes politiques, et je reconnais que M. Compagnon était là, nous étions là aussi pour soutenir les policiers. Aujourd'hui, sa démarche pourrait être sincère si elle n'était pas politisée, qu'un acteur sans étiquette, mais... Il se dit sans étiquette, mais il a le soutien du MoDem, d'Agir, des Républicains. Ça fait un drôle d'attelage parce que le MoDem et Agir sont des soutiens pleins et entiers de M. Macron. C'est-à-dire qu'en gros, il y aura 2 listes macronistes à Rennes. Les électeurs des Républicains, d'ailleurs, vont avoir du mal peut-être à glisser un bulletin Charles Compagnon dans l'urne avec le soutien du MoDem et d'Agir. Ce week-end, il y avait aussi la Convention de la droite organisée dans le Vaucluse, organisée par Marion Maréchal, la nièce de Marine Le Pen. Des personnalités de tous horizons invitées pour débattre notamment sur l'avenir de ce que pourrait être une droite en France ces prochaines années. C'est une bonne initiative selon vous? Alors, vous n'y assistez pas, non? Non, je n'y étais pas. Marion lance une action, c'est son droit. Elle est toujours membre du Rassemblement national, parce que j'ai lu des articles de presse qui disaient qu'elle ne l'était plus, mais elle a toujours sa carte de membre, elle est adhérente. Mais elle est en dehors de la vie politique aujourd'hui, elle est en retrait. Les actions qu'elle mène, c'est pour un avenir dont on ne sait pas quand est-ce qu'il arrivera. Aujourd'hui, au Rassemblement national, la dirigeante qui trace la ligne politique, c'est Marine Le Pen. Alors, il y avait également... Elle souhaite un décloisonnement. Et bien sûr, mais nous voulons surtout un décloisonnement avec tous les Français, qu'ils viennent de droite, de gauche. Je rappellerai, je l'ai dit juste avant, que lors des élections européennes, M. Cotarac de la France Insoumise nous a rejoints et maintenant est un membre actif présent dans nos réunions. Et il n'a aucun problème à croiser des gens comme moi qui sont un ancien, on va dire, du mouvement. Alors, on va parler de votre programme, précisément. On a eu une indication sur ce qui serait un peu votre tonalité de campagne pour tous les candidats des municipales Rassemblement national. On a l'impression que le programme va être fortement teinté de vert. De localisme. C'est une expression utilisée par Marine Le Pen le week-end dernier lors de son discours à Fréjus. On va l'écouter. Où est la qualité de vie quand on passe 4 heures par jour dans les transports et que le fruit du travail passe dans des loyers astronomiques? Et que dire de la justification éthique de cette vision urbaine qui congédie tous les impératifs environnementaux, oblige les habitants et les salariés à respirer un air pollué et transforme le travail en asservissement quotidien? Le localisme, c'est évidemment de veiller autant que possible à l'approvisionnement des cantines d'école en produits locaux. C'est d'accompagner les entreprises locales dans la commande publique en introduisant des clauses écologiques sur le temps de transport. C'est de favoriser les jardins partagés. C'est de faire en sorte qu'on puisse vivre et travailler dans sa commune. Le localisme, il doit aussi être institutionnel. Il consistera, dans la mesure du possible, à faire descendre le pouvoir vers les citoyens, en donnant peut-être au quartier une vitalité nouvelle, une visibilité urbaine, et après tout, pourquoi pas une existence institutionnelle. Alors concrètement, on va regarder ce qui se passe actuellement à Rennes par rapport à ce que souhaite Marine Le Pen sur le localisme, notamment dans les cantines scolaires. Aujourd'hui, 80% des fournisseurs dans les cantines scolaires rennaises sont des fournisseurs locaux, 20% des produits sont bio. Est-ce que vous pouvez faire plus, mieux? On peut toujours... alors, je n'ai pas les chiffres. Aujourd'hui, le souci... Le localisme, là, existe aujourd'hui à Rennes. Oui, il existe, parce que c'est des mesures qui ont été prises de bon sens. Et quand elles ont déjà été prises, on ne va pas les remettre en cause. Ça, c'est bien évident. Mais ce qu'il faut voir, c'est que le localisme, ce n'est pas seulement les nourritures dans les cantines. Marine Le Pen, dans les quelques phrases qu'on a entendues, elle a parlé de habiter et travailler, et vivre au même endroit, et consommer. Je pense que tous les Rennais connaissent les grands soucis de la rocade de Rennes le matin et le soir. Ça, c'est un sujet
auquel il faudra s'attacher. Alors justement, vous avez une solution, vous, pour éviter les embouteillages sur la rocade rennaise? Une solution clé en main, si je l'avais, je pense que là, j'aurais peut-être des chances d'être élu maire de Rennes. Non, personne n'a la solution clé en main à fournir. Mais il faut travailler sur ces sujets-là. Et par exemple, mettre des apports fiscaux, enfin des dérogations fiscales pour que des gens puissent vraiment travailler. Parce qu'aujourd'hui, on le voit bien, il y a beaucoup de classes très aisées dans le centre-ville de Rennes. Il y a quelques quartiers où il y a beaucoup de classes populaires qui sont beaucoup très aidées. Et on va dire que les classes moyennes ont fui la ville de Rennes parce qu'elles n'avaient plus les moyens d'habiter dans Rennes. Donc il faut faire en sorte que ces classes moyennes qui travaillent à Rennes puissent revenir vivre à Rennes. Et c'est vraiment sujet pour... Et vous pouvez faire changer le marché immobilier à Rennes changer le marché immobilier, non, mais trouver des solutions, inventer des solutions. Et là, on a 6 mois de campagne pour essayer de proposer des choses. Je ne vais pas vous donner des propositions concrètes aujourd'hui, mais pendant les 6 mois de campagne, je vous assure qu'on arrivera avec des éléments, avec des propositions pour les Rennais. Alors on parle beaucoup aujourd'hui justement de densification urbaine. Voilà, il y a un choix aujourd'hui. On ne veut pas favoriser l'étalement urbain. On veut garder une sorte de concentration urbaine. Et pour loger plus de gens, parce qu'il y a plus de gens aussi qui viennent sur Rennes, on construit haut. Est-ce que pour vous c'est un bon choix? Non, parce que ça fait partie aussi de la solution globale qu'il faut mettre en place. Une des solutions du problème qu'on... Mais on fait comment? Parce qu'il y a plus de gens... Alors, la solution, c'est peut-être aussi d'aider les entreprises à s'installer en dehors de Rennes, pour que les gens puissent, s'ils le souhaitent, vivre en dehors de Rennes et travailler en dehors de Rennes. L'idéal, c'est vraiment que les gens puissent vivre et travailler au même endroit, consommer au même endroit, avoir des solutions. Il ne faut pas que la ruralité devienne un peu le parent pauvre de cette ville de Rennes qui serait une mégapole et qu'il n'y ait plus rien autour. Mais Rennes, une mégapole, c'est qu'elle est dynamique, c'est qu'elle attire, non? C'est bien. Vous ne serez pas le candidat d'une ville fière et qui... Une ville qui travaillera en équilibre avec les villes aux alentours, avec la ruralité. Et quand je parle de la ruralité, je ne parle pas de la première couronne, parce que la première couronne fait partie vraiment du gros centre-ville, du gros Rennes, mais plus de la ruralité à 30-40 km, pour que cette ruralité, et c'est aussi le rôle d'une municipalité comme Rennes, de maintenir un équilibre dans le département, pour pas que le département soit complètement déséquilibré. Dernière question avant d'entamer le débat, la question de la sécurité qui sera apparemment visiblement aussi au cœur de la campagne électorale à Rennes. Le sentiment d'insécurité visiblement augmente à Rennes dans certains quartiers. Je rappelle qu'il y a un quartier zone de sécurité prioritaire au Blône. Le quartier de Maurepas a été aussi désigné quartier de reconquête républicaine. 15 policiers supplémentaires vont rejoindre Maurepas. Voilà, est-ce que c'est suffisant? Est-ce que c'est à l'État de faire l'effort? Est-ce que vous, en tant que candidat à une mairie, est-ce que vous pouvez faire mieux? Alors, déjà, ce qui est sûr, c'est que c'est la preuve qu'il manquait des moyens. Si l'État décide enfin de mettre 15 policiers supplémentaires à Maurepas, c'est qu'il y avait un manque. Mais globalement... Mais là, l'État n'abandonne pas Rennes. Voilà, il y a 2 quartiers l'État n'abandonne pas Rennes, mais ne fait pas assez. Moi, élu maire de Rennes, la première chose que j'irais faire, c'est planter une tente devant le ministère de l'Intérieur pour exiger un rendez-vous au ministre de l'Intérieur pour qu'il mette encore plus de moyens sur la ville de Rennes. En attendant... Une mesure simple qui est demandée par les policiers municipaux, c'est l'armement de la police municipale. C'est pas une fin en soi, mais c'est une mesure d'attente d'avoir une police nationale plus Les policiers municipaux qui étaient en grève justement le 17 septembre dernier demandent des armes à impulsion électrique. C'est suffisant pour vous? Il faut carrément qu'ils soient avec des armes à feu? Il faut être à leur écoute. Il faut être à leur écoute, et quand ils ont une demande, et si elle est justifiée, et là elle a l'air justifiée, il faut répondre positivement à leur demande. La police municipale, c'est pas seulement une police de prévention? Non, ça peut être aussi une police qui, en accord en travail avec la police nationale, mène des missions de sécurité avancées. Alors, on va justement arriver à la deuxième partie de cette émission. On va évoquer un autre dossier qui va revenir en discussion dès demain à l'Assemblée nationale. C'est le dossier de l'immigration. Et une question va sans doute s'inviter ces prochains mois à l'occasion de la campagne des municipales. Comment une commune, comment une ville aujourd'hui peut ou doit accueillir les migrants? Illustration concrète à Rennes, justement, 400 migrants sont arrivés cet été, dispatchés actuellement soit dans un parc public, le parc des Gailleuls, soit dans un campement de fortune, dans un hangar désaffecté. Avant de lancer le débat, voici quelques données chiffrées justement sur l'immigration en Bretagne et en Ille-et-Vilaine.
Voilà pour les chiffres sur l'immigration. Laissez-moi vous présenter notre deuxième invité, Daniel Delaveau. Bonjour, merci d'être avec nous. Je rappelle, vous êtes l'ancien maire de Rennes. Vous êtes aujourd'hui président de la Fédération des acteurs de la solidarité en Bretagne. Merci d'avoir accepté ce débat. Voilà, aujourd'hui, il y a à peu près 200 migrants encore installés au parc des Gailleuls dans un campement de fortune. La préfète dit, voilà, moi j'attends le signal de la mairie de Rennes pour expulser, pour faire évacuer ce camp de fortune. Faut-il le faire? Est-ce que la maire doit demander l'évacuation de ce campement de fortune? Je ne le pense pas. Je pense que le premier devoir, c'est l'accueil. Et nos associations, celles qui sont regroupées au sein de la Fédération des acteurs de la solidarité, œuvrent et ont comme mission l'accueil, l'hébergement, l'insertion des personnes sans abri ou en situation de détresse, y compris migrants, quel que soit leur statut administratif. Il y a donc un problème de place qu'il faut créer, même s'il y a eu des places qui ont été créées par le gouvernement, mais elles sont insuffisantes dans un niveau de migration qui, après le pic des années 2015, est revenu à un niveau habituel des années précédentes. Alors, on a fait un reportage sur une association qui a ouvert un ancien hangar industriel, qui en ont fait une sorte de squat aussi de fortune pour accueillir ces migrants. Voilà, c'est mieux que rien aujourd'hui, puisqu'il y a visiblement toutes les places en hébergement d'urgence sont saturées. Oui, il y a un effet de saturation de l'hébergement d'urgence. C'est pour ça qu'il faut. On ne peut pas laisser les gens dehors. Il y a des familles, il y a des enfants, il y a des femmes enceintes, il y a des personnes qui sont malades, atteintes de cancer ou d'autres types d'autres pathologies. Donc, il est du devoir de notre pays de pouvoir accueillir, même s'il faut aussi avoir en amont une politique d'intégration à l'échelle européenne beaucoup plus efficace. Aymeric Salmon, vous, candidat à la mairie de Rennes, vous dites l'État doit faire évacuer ces camps. Je suis en total désaccord avec ce que vient de dire M. Delaveau et ça ne surprendra personne. Aujourd'hui, ces personnes qui sont au parc des Gailleuls ou dans le squat de la ZEDI Sud-Est, ce sont en majorité des gens déboutés du droit d'asile. C'est-à-dire que ce sont des gens qui sont rentrés illégalement en France, qui ont fait une demande d'asile aidés par les associations, parce qu'ils ne connaissaient pas les documents en arrivant, et dont l'État français, après étude de leur dossier, a considéré qu'ils n'étaient ni en droit, ni en lieu de faire cette demande. Mais qui doit s'occuper alors de ces personnes-là? Il faut les rapatrier dans leur pays d'origine. La solution est simple. À toutes ces demandes, les personnes déboutées du droit d'asile, aujourd'hui, 95% des déboutés du droit d'asile restent sur le sol français. C'est cette situation qui est inadmissible. Aujourd'hui, il faut évacuer vers leur pays d'origine tous les déboutés du droit d'asile. Expulsion? Il y a des personnes qui, effectivement, n'ont pas vocation à rester forcément sur le territoire national. Mais je vous rappellerai qu'y compris cette année, il y a eu des renvois, plus 13,7% de renvois. En 2018, il y a eu 103 000 OTQ, des obligations de quitter le territoire français de prononcer. Seulement 13 000 ont été exécutées. C'est-à-dire que 90 000 personnes dont on leur dit « vous devez quitter le territoire français » restent en France. C'est inadmissible. Quand on parle des demandeurs d'asile, il faut donner la réalité des chiffres et des problèmes de migration. Il y a 256 000 personnes qui ont été obtenues en 2018 un titre de séjour. Mais sur ces 258 000, il y a 90 000 personnes qui sont revenues dans le cadre de familial. Il y a 85 000 étudiants, entre autres. Donc, je crois qu'il faut faire attention aux chiffres et à la manière dont on utilise les chiffres. Il y a un point, c'est-à-dire que le regroupement familial que malheureusement on doit en partie à Jacques Chirac est encore une des causes. Il fait partie des conventions européennes. Est une filière d'immigration qui est dramatique. Aujourd'hui, c'est l'Ille-et-Vilaine qui est le département breton qui accueille le plus de migrants. Est-ce qu'il faut mieux répartir cet accueil entre les différents départements bretons? Je pense que ce n'est pas la bonne solution. La bonne solution, c'est de mettre fin à cette arrivée de migrants. C'est pas de les répartir mieux. On le voit déjà au niveau européen où les pays veulent faire la même chose en répartissant dans les différents pays les migrants arrivant de Méditerranée. Mais aujourd'hui, non, il n'est plus possible d'accueillir ces personnes. Nous n'avons rien à leur offrir. L'intégration qu'on leur offre n'est pas bonne, ne fonctionne pas. Donc il faut mettre un terme à cette immigration. La France est au 11e rang en Europe pour l'accueil des migrants.
contrairement à ce qu'on dit et ce que disent beaucoup. Et je ne partage pas du tout ce point de vue. C'est aussi une chance d'accueillir des migrants. C'est aussi une chance à un moment où nous avons besoin. Et la France a toujours été une terre et un pays de migration. Je vous rappellerai que la France s'appelle la France parce que c'est les Francs qui sont venus. Et les Francs venaient des pays de l'Est. Oui, et en remontant. Et depuis cette période-là, il y a toujours eu des vagues de migration. Non. Et elles continueront. Il faut qu'ils soient dignes. Il faut aussi faciliter le maintien sur place. Mais vous avez dit que c'était une chance. Expliquez pourquoi c'est une chance. C'est une chance pour l'emploi. Vous savez qu'il y a une étude américaine de l'Institut McKinsey qui rappelle que la population migrante à l'échelle mondiale représente 3,4% de la population et représente 9,4% du produit du PIB national, mondial. Juste pour revenir à la réalité bretonne. Le taux de chômage chez les migrants aujourd'hui est hallucinant. Non, c'est pas le problème des... Pour revenir à la réalité bretonne, voilà, aujourd'hui les Yvelines consentent de plus l'accueil des migrants. Est-ce que les autres départements doivent prendre aussi un peu leur... Je pense que chacun doit prendre sa part. Il est évident que l'attractivité de l'île Yvelines, y compris en termes d'emploi. Nous gérons des centres de premier hébergement pour des migrants qui ont leurs papiers et qui sont en phase d'intégration professionnelle. Aujourd'hui, il y a 6 millions de chômeurs en France. Ils trouvent tous du boulot. Il y a 6 millions de chômeurs en France. Allez voir tous les entrepreneurs, y compris sur le bassin de Rennes, qui cherchent et qui n'arrivent pas à recruter. Parce qu'il faut revaloriser le travail. Il faut revaloriser le travail. Et aujourd'hui, le souci, c'est que vous cherchez des esclaves à l'autre bout du monde pour faire des travaux qui ne sont pas bien valorisés en France. Ce n'est pas avec vos propositions que l'on revalorisera le travail. Est-ce qu'il y a trop d'appels d'air aujourd'hui en France? On parle aujourd'hui beaucoup de l'aide médicale gratuite qu'il faudrait revoir. On parle d'un droit d'asile peut-être pas assez restrictif. Est-ce que vous partagez ce constat? Non, je crois que ce serait totalement ridicule et ce serait même contre-productif de s'attaquer à l'AME. Et je pense, d'ailleurs, j'ai cru comprendre que le gouvernement n'avait pas l'intention de la modifier. Et c'est une question, y compris de santé publique, car il faut en matière de santé publique, si l'AME n'existait pas, eh bien, il y aurait une dégradation globale de la situation sanitaire et des problèmes il faut revoir complètement l'AME. épidémiologiques. Il faut revoir complètement l'AME. L'AME, aujourd'hui, fait que n'importe quel étranger qui arrive en France illégalement, qui n'est même pas demandeur d'asile... Les derniers chiffres, 30 000 immigrés en 2018 ont bénéficié de l'AME. Et ça a coûté 1 milliard. L'AME, 2 600 € annuels par personne, le coût moyen national de la couverture médicale. Oui, mais ces personnes n'ont jamais cotisé. Une solution simple pour l'AME, il suffirait de demander aux gens quand ils viennent se faire soigner de quel pays ils sont et on refacture au pays d'origine les prestations dont ont bénéficié les immigrés. L'ensemble de l'AME, ça représente 0,5% des dépenses de santé. Donc il faut aussi rappeler ce chiffre. Et 1 milliard, si on veut 1 milliard d'euros. Et si on veut 1 milliard d'euros au coût seul du contribuable français. Et il y a aussi beaucoup de travailleurs immigrés qui payent des cotisations sociales, payent de l'impôt, payent... Mais pourquoi ces travailleurs immigrés ne retournent pas dans leur pays? Parce que souvent ils viennent de pays qui ont besoin de main-d'œuvre. Ils sont beaucoup aussi, ils sont devenus et sont français. Alors justement, la préfecture annonce l'ouverture à la mi-octobre d'un centre d'aide au retour volontaire. Est-ce que c'est un bon outil? Non, je pense que c'est pas un bon outil parce que si on donne de l'argent à ces personnes pour rentrer dans leur pays, malheureusement cet argent va servir à une seule chose, à payer leur billet de retour en France via les mafias de passeurs. Donc on ne fait que nourrir les mafias de passeurs dont vous êtes largement complices parce que aujourd'hui c'est une mafia, une véritable mafia qui... Oh bah si, c'est exactement ce qui se passe en Méditerranée avec les bateaux remplis de migrants que on a tous Vous vu. Vous préféreriez que les gens meurent Non, qu'on les raccompagne dans leur pays. Je pense que les gardes-côtes devraient attraper les bateaux et les ramener sur l'Europe. Et je me félicite de voir que le président Macron a commencé à discuter avec le nouveau gouvernement italien et non plus ce que refusait de faire votre ami Monsieur Salvini en Italie. Il a sauvé des vies en Méditerranée. Et pour qu'à l'échelle européenne, il y ait une répartition. Le nombre de morts a baissé en Méditerranée pendant le mandat de Monsieur Salvini. C'est une bonne chose. Ce centre de retour volontaire, c'est un bon outil qui peut être efficace. Écoutez, il est normal que le gouvernement se préoccupe de faciliter le retour volontaire de ceux qui le veulent. Voilà. C'est un dispositif qui existe et qui doit pouvoir fonctionner.
Ce n'est pas notre responsabilité à nous, associations, qui sommes des associations d'accueil, de gérer le retour, mais je peux parfaitement comprendre que le gouvernement mette en place ce type d'outils. Le coût global de l'immigration aujourd'hui qui explose, on voit à tous les niveaux, dans les départements, dans les régions, à chaque étage des collectivités, on donne de l'argent. Je vois par exemple à la commission permanente de lundi dernier, au Conseil régional, Émeric Salmon et après Daniel Delaveau. à la dernière commission permanente, notre groupe a bien évidemment voté contre, mais une subvention était proposée pour l'association de M. Delaveau. C'est à chaque étage de chaque collectivité territoriale, de l'argent est donné soit pour l'aide directe aux migrants, on voit dans les départements avec les mineurs isolés, soit via des associations qui sont arrosées par les copains du Conseil régional. Il faut compter aussi tout ce que les travailleurs et les migrants apportent, y compris en ressources financières. Et j'évoquais l'étude internationale faite aux États-Unis, mais d'autres études existent, y compris faites en France par le CNRS, qui montrent qu'il y a une valorisation et un apport, y compris financier, grâce aux migrants. S'il vous plaît, il nous reste 2 minutes. Est-ce que Emmanuel Macron a raison de remettre, entre guillemets, sur la table le débat sur l'immigration? Est-ce que ça doit être une question pour un grand débat national? Il nous refait le coup de Sarkozy en 2007, qui nous avait sorti le Karcher, et on s'était retrouvé avec Kouchner. Donc là, je ne sais pas qui va sortir du chapeau de M. Macron, mais s'il s'attelait vraiment au problème en mettant une fin à de l'arrivée des migrants, mais dès le lendemain de sa déclaration, il est allé en Italie saluer, comme vous le dites, M. Conté et son nouveau gouvernement pour accueillir encore plus de migrants. Donc c'est une annonce qui n'aura aucune suite, malheureusement. Daniel Delaveau, quand Emmanuel Macron dit nous sommes à la fois aujourd'hui inhumains et inefficaces sur la question de l'immigration, bien sûr qu'il faut avoir une politique plus offensive et plus forte. Et je partage la préoccupation de dire cette politique, elle doit être pensée à l'échelle européenne. Là, il ne faut pas mettre le débat sous le tapis. De ce point de vue-là, l'immigration fait partie des préoccupations des Français. Mais je vous rappellerai une chose, c'est que les dernières enquêtes et les derniers sondages ont montré que la préoccupation de l'immigration arrivait au 9e rang des préoccupations des Français. Donc c'est une vraie... Oui, 9e rang. Alors là, j'ai 9e rang. En tout cas, aux c'est une préoccupation des Français, mais ce n'est pas la préoccupation majeure. Aux élections, ils nous mettent en tête. Il faut aborder, sans hystériser ce débat, tranquillement, et l'aborder de manière positive, et surtout travailler à l'échelle européenne et travailler au développement, aux accords de coopération avec les pays d'origine des migrations. Là où je vais être d'accord avec M. Delaveau, c'est qu'il faut effectivement peut-être travailler à l'échelle européenne, mais malheureusement pour lui, dans tous les pays d'Europe, nos alliés sont en train d'arriver au pouvoir. Donc je pense que les mesures prises au niveau européen dans quelques années auront une autre direction. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir accepté ce débat et d'avoir répondu à notre invitation. La semaine prochaine, pas de dimanche en politique, c'est l'heure du débat animé par Antonin Billet. Nous évoquerons les pesticides, le dossier polémique de la rentrée. Tout de suite, l'édition de la mi-journée avec Stéphanie Labrousse. Merci pour votre fidélité. Passez tous un excellent dimanche.